Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 26 février 2022. Encore ce soir, je vais vous parler un peu de ce qui se passe en Ukraine et de mes impressions. Ce soir, nous sommes allés manger au restaurant, Fabienne et moi, et très éloigné de notre table, il y avait trois gens à tabler, dont un qui parlait extrêmement fort, au point que même si nous étions assez éloignés, nous pouvions entendre le moindre mot de ses propos. Et il racontait qu'il n'écoutait plus les nouvelles, qu'il ne lisait plus les journaux, car il voulait se protéger et qu'il avait atteint une sorte de j'ose pas dire de dimension spirituelle imperméable, mais assurément, il revendiquait le droit d'être tranquille. Ce qui m'étonnait un peu, c'est qu'il sentait le besoin de déclamer sa tranquillité. Sa tranquillité, il en faisait une, une envolée intempestive que nous pouvions entendre de loin. Et je l'observais à la dérobée, euh, le dos voûté, se servant du vin, une espèce de sagesse compassée, pas de la résignation. En fait, je dois avouer, je l'ai un peu jugé. D'abord, je l'ai jugé qui parlait, de parler aussi fort, dans un restaurant quasiment désert, et son désir de vouloir se ménager, eh bien, me semblait, enfin, pas très honorable, j'aurais envie de dire. Parce que il y a des gens qui meurent en ce moment, ce soir. Il y a... La situation, elle est extrêmement tragique. Bon, ce n'est pas le retour du tragique, c'est l'arrivée de l'abomination. Parce que le tragique, des milliards d'êtres humains à chaque jour vivent dans le tragique. Le milliard d'êtres humains et plus qui n'ont pas accès à des points d'eau, qui n'ont pas de quoi d'avoir un verre d'eau par jour. Les milliards d'êtres humains qui doivent peiner comme des bêtes pour leur simple subsistance. Euh, Moi, je me considère comme un privilégié. Je me considère comme un privilégié depuis toujours. Je n'ai jamais... Ce sentiment-là d'être un privilégié ne m'a jamais quitté. Et je vois autour de moi pratiquement que des privilégiés dans notre société, dans nos sociétés. Alors, d'entendre ce type qui sentait le besoin de se protéger, ça m'a assez horripilé. Mais, je reviens sur l'Ukraine. Ce que j'entends aussi, c'est que les Russes sont trop forts, ils vont gagner, et qu'ils gagnent vite qu'on n'en parle plus. Et j'entends aussi quelque chose qui n'est pas encore dit, mais ces cons-là d'Ukrainiens, ils vont pas commencer à résister. Ils vont pas commencer à troubler notre quiétude avec des actes d'héroïsme. J'entendais un reportage tout à l'heure d'une dame qui vit à Kiev, qui racontait la ville n'est pas encore assiégée, mais elle est l'objet d'attaques, de bombardements. Mais vous allez voir les bombardements au fur et à mesure que les Ukrainiens vont résister. L'agressivité des Russes va augmenter. Et c'est là la spirale dans laquelle nous sommes. Et donc, cette Ukrainienne disait, au début, nous avions peur, maintenant, nous n'avons plus peur, c'est la haine. Et la haine, qui appartient aux sentiments les plus puissants qu'un être humain... Attendez, j'ai des problèmes encore avec mon ordinateur, c'est dingue. Il faut vraiment que j'en change. Et la haine, qui est un des sentiments les plus puissants qu'un être humain puisse éprouver, avec, avec l'orgueil, avec la fierté, avec la démesure. Et là, nous sommes entrés dans cette démesure-là.
Ouais, c'est pas compliqué à comprendre le scénario, là. Les Ukrainiens résistent. L'opinion publique, une partie de l'opinion publique juge qu'ils devraient se rendre puisque de toute façon, l'armée russe, elle est trop forte et qu'ils perdent leur temps. Une autre partie de l'opinion publique les juge admirables de tenir tête à l'armée, encore, j'allais dire l'armée soviétique, décidément, à l'armée russe. Euh, mais à supposer, et là, mais ce que les gens font, ne réalisent pas, en tout cas, que je trouve assez effarant, pour la première fois depuis 1945, les Allemands vont acheminer des armes dans un autre pays. La Turquie, Erdogan a dit qu'il ne s'en mêlerait pas pour l'instant, mais qu'il avait l'intention de s'en mêler. Vous êtes plusieurs à rappeler les événements de la Tchétchénie, ou de la Géorgie, ou de la Crimée, et que nous n'avons pas intervenu. C'est vrai. Dans le cas on se rappelle des bombardements qu'a subi la ville de Grozny. Ça avait été monstrueux. Et il avait fini par trouver son Pétain 2. Il avait fini par trouver des gens pour collaborer et pour, en fait, profiter de la situation. Mais il y a aussi des gens qui, à un moment donné, n'ont pas envie de jouer aux héros, n'ont pas envie de devenir des héros. Alors, l'exemple ukrainien nous fait honte à tous d'une certaine manière. Il nous rappelle notre lâcheté de base, initiale, comme ce type dans le restaurant. C'est trop dur pour moi. Et il nous rappelle aussi que on n'a pas envie d'être des héros. On n'a pas envie de donner notre vie. Que ce qui nous intéresse, c'est se maintenir vivant le plus longtemps possible et le plus confortablement possible. Et tout à coup, ces gens-là font preuve d'héroïsme. Tout à coup, ils donnent leur vie pour une cause qui leur est supérieure. Et croyez-en mon point, Poutine, il voit ça. Est-ce que vous pensez qu'il devait juger que cette guerre serait rapide? Elle est plus lente que prévu. On est loin de la blitzkrieg à la Hitler, là, ici. Évidemment, c'est le but visé. Mais à chaque jour qui passe, à chaque heure qui passe, à chaque soldat russe qui tombe, eh bien, la pression monte. Et si nous n'avions pas réagi, oui, je reviens à mon idée, si nous n'avions pas réagi et que Poutine avait simplement surestimé notre lâcheté, parce que c'est vrai que lors de l'invasion de la Crimée, où comment il a écrasé les séparatistes tchétchènes, nous n'avons pas réagi. Mais est-ce que vous jugez que là, nous ne réagissons pas? Nous réagissons. Nous réagissons. Ce n'est pas encore, il n'y a pas encore de soldats européens ou américains qui sont sur le théâtre des opérations. Mais ça peut survenir à tout moment. Maintenant, ça peut survenir à tout moment. Et si nous avons offert suffisamment de preuves de notre lâcheté, eh bien, les preuves ont été données. Maintenant, on offre autre chose. Alors, ce qu'on croyait vrai le 20 ou le 21 février dernier n'est plus vrai du tout. Toutes les cartes ont été rebrassées. Et même si Poutine finissait par remporter assez rapidement cette guerre, disons une semaine, vous pensez qu'on va cesser tout à coup, que les pays occidentaux vont cesser tout à coup d'acheminer des armes? Vous pensez qu'il n'y aura pas de résistance? Vous pensez qu'il n'y aura pas peut-être des guerriers venant de d'autres pays? Peut-être des Polonais qui auront envie d'en découdre avec des Russes? Peut-être des mercenaires? Peut-être. Qui peut dire que ça va se terminer comme ça a commencé? Alors, je vois bien qu'il y a des résistances mentales parce que la logique de paix, des intérêts bien compris, n'est plus en vigueur, ne fonctionne plus.
La guerre, elle est commencée. Et quand ceci commence, tout, tout devient imprévisible. Et ça va très, très vite. Et ça va extrêmement vite. Alors, d'imaginer un scénario où, ah ben, oui, mais je sais une chose, cependant aussi, c'est que l'émoi qui est le nôtre va être, malheureusement pour les Ukrainiens, d'assez courte durée. Quand les gens vont commencer à voir leur facture d'épicerie monter, le prix de l'essence augmenter, et qui vont obscurément faire le lien entre des événements lointains se déroulant sur des plaines inaccessibles, sur des plaines mornes plaines ressemblant à la Saskatchewan ou au Manitoba, ou là où il y a beaucoup d'Ukrainiens. Eh bien, les gens vont dire, ça ne nous regarde pas au fond. Pourquoi pourquoi on risquerait notre qualité de vie, nos emplois, nos économies, pour défendre des gens, au fond, qui sont rien pour nous? Et qui, en plus, ont l'outrecuidance de nous donner des leçons d'héroïsme. Leçons dont on n'a même pas envie de le savoir, ça. Alors, mais tout va jouer. Tout va jouer. Et là aussi, autre point, vous pensez que euh, Poutine va pardonner à Macron d'acheminer des armes aux résistants ukrainiens? Qui va pardonner aux Canadiens d'avoir tout fait pour le faire sortir du réseau Switch? Est-ce que vous pensez... euh, Est-ce que vous pensez que Poutine prend pas des notes? Là, il a menacé aussi, aujourd'hui même, de s'en prendre à la Finlande et à la Suède. Il multiplie les invectives, il multiplie les menaces à l'égard des uns et des autres. Et allez-vous, suite à ce qui vient de se passer, penser que, ah ben, il va retourner chez lui, peinard, tranquillou, après avoir dénazifié l'Ukraine? Ou qu'il va tout simplement perdre? Dire, oh oui, finalement, je me suis trompé, je vais retourner chez moi tranquille. C'est pas comme ça que ça se déroule maintenant. Il ne peut plus, il ne peut plus reculer, il ne peut plus battre en retraite, il ne peut plus ne plus gagner. Et le bloc occidental, lui, ne peut plus non plus reculer. Nous sommes déjà dans un état de guerre généralisé. Tout est en place. Alors, et tout peut survenir de partout. Cette image des Allemands acheminant des armes, eh bien, on a revu ça de notre vivant. On a revu ça de notre vivant. Je veux dire, la guerre a fini. La guerre s'est terminée il y a plus de 75 ans. Ça va faire presque un siècle que les Allemands n'avaient pas fait ce genre de geste. On peut juger ça anecdotique, on peut juger ça, bon, c'est pas si grave, mais c'est grave. C'est extrêmement grave. Tout est devenu, et à chaque heure, la situation s'aggrave. À chaque heure, on s'approche du moment où le conflit, c'est déjà une guerre européenne. Ça, il faut l'appeler comme ça. C'est déjà une guerre européenne. Et ça peut devenir à tout moment une guerre mondiale. Et si ça ne devient pas une guerre mondiale, l'Ukraine va devenir un foyer d'insurrection quasi permanent où vont confluer de l'argent sale, des armes sales, des mercenaires, des aventuriers, de véritables résistants, des héros, peut-être même des poètes. Ça va pas, ah ben on a passé un bon moment, on a bien rigolé tous ensemble, on retourne, on retourne dans nos maisons, écouter nos téléromans. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut plus se passer comme ça. Ça aurait peut-être pu, il y a 4 jours, 5 jours, c'est terminé maintenant. Je vais vous lire je vais vous parler de Julien Freud. Je vais vous en parler un tout petit peu ce qu'il disait sur Hitler. Je vais vous lire juste des passages.
C'est tiré de ceci, mais avant, je vais vous lire autre chose. Je vais revenir là-dessus. Pierre-André Taguieff a écrit un livre sur Julien Freud, Au cœur du politique. Livre que j'ai lu en début d'année. Vous voyez, ça fait partie des lectures dont je ne vous ai pas entretenu. J'ai passé ma vie à lire sans rendre compte de mes lectures. Et là, depuis quelque temps, je le fais. Mais je rends compte parfois de lectures anciennes. Donc, il faut que je retourne aux livres, que je les parcours. Ah oui, parfois j'ai souligné tel ou tel passage. Alors, bon, je remets en marche la petite mécanique. Quant à Julien Freud, j'avais déjà lu il y a très longtemps un de ses livres. Alors, donc, Taguieff rapporte un dialogue entre Jean Hippolyte. Jean Hippolyte, que vous connaissez comme étant le grand traducteur de Hegel, entre Jean Hippolyte et Julien Freud lors de la soutenance de thèse en 1965 de ce dernier. Hippolyte dit: sur la question de la catégorie de l'ami-ennemi, si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu'à cultiver mon jardin. Freud répliqua: écoutez, monsieur Hippolyte, vous avez dit que vous aviez commis une erreur à propos de Kelsen. Je crois que vous êtes en train de commettre une autre erreur. Car vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi, comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Il vous empêchera même de boire tranquillou votre verre de vin dans un restaurant de la rue Bélanger. Et même si vous proclamez aux quelques badauds attablés à leur table que vous voulez la paix, la sainte paix. Hippolyte répondit: dans ce cas, il ne me reste plus qu'à me suicider. Taguieff cite ensuite le commentaire critique fait par Raymond Aron à propos de Jean Hippolyte et rapporté par Julien Freud. Votre position est dramatique et typique de nombreux professeurs. Vous préférez vous anéantir plutôt que de reconnaître que la politique réelle obéit à des règles qui ne correspondent pas à vos normes idéales. Alors ça, c'est tiré de Michel Hanné. Je n'arrive pas à retrouver. Alors c'est Michel Hanné, J'ai beau faire, tout m'intéresse, Paul Valéry, 22 octobre 2016. On va aller voir maintenant. Lettres de la vallée, méditation philosophique et politique, texte inédit établi et annoté par Gilles Banderier, et c'est paru aux éditions La Nouvelle Librairie. Ne passez pas de commentaires. On a visité la Nouvelle Librairie à Paris l'été dernier. Je dis rien là-dessus pour ce soir. C'est un peu inquiétant quand même. C'est un peu inquiétant. Alors, il parle d'Hitler. Hein? Parce que Hitler aussi, on peut dire, c'est le retour du tragique. Bon, vous connaissez ma position, je n'y crois pas. C'est le retour de l'abomination, c'est le retour du monstrueux, c'est le retour des démons, c'est le retour de tout ce que vous voulez d'innommable, d'inqualifiable, mais ce n'est pas le tragique. Le tragique, ce n'est pas cela.
Alors, il écrit à Sylvette A., dont la maman fut ma seconde maman à Clermont-Ferrand, Villers, le 31 août 1974. Ah oui, c'est un ensemble de lettres qu'on a retrouvées euh, après sa mort dans des papiers, des inédits. Alors, c'est des lettres qu'il envoyait à ses amis et tout ça. Alors, il les a colligées. Gilles Banderier, il les a annotés. Le personnage d'Hitler m'intrigue. Parce qu'Hitler est revenu. Hein? Hitler qui, en fait, n'a jamais quitté la scène, mais bon. Donc, il réapparaît maintenant. Les visages d'Hitler, ils sont multiples. Le personnage d'Hitler m'intrigue. Je l'ai combattu à l'époque de la Résistance. Et déjà au lendemain de l'armistice, puisque dès le début de juillet 1940, je fus otage de l'armée allemande. Je me suis sans doute dressé contre lui avec plus de fougue que de réflexion, dans le sentiment de révolte de tout mon être contre son régime et ses méthodes. Faut que je vous passe des pages. En tout cas, à l'époque de la Résistance, je ne me posais pas de longues questions à propos d'Hitler. Il fallait qu'il subisse la défaite. Aujourd'hui, après lecture de maintes mémoires et de nombreux ouvrages, le personnage me paraît certes toujours aussi détestable, mais je me demande s'il ne constituera pas la figure de proue de notre siècle, plutôt que Lénine, Staline ou Mao, Roosevelt ou Churchill. C'est clair, Hitler, c'est l'homme du 20e siècle. Faut pas réfléchir, ça veut pas. C'est lui qui occupe toute la place, c'est le pivot central. Tout d'abord, il était le seul de son acabit, car les autres dictateurs de son engeance, comme Mussolini, font pâle figure à côté de lui. Mais surtout, il a marqué très fortement notre époque, peut-être inconsciemment souvent, au point qu'il n'est peut-être pas faux de dire que sa victoire fut posthume. Il serait surprenant qu'un homme qui a bouleversé le monde pourrait disparaître sans laisser de traces dans la mémoire. On se souvient d'Auguste, mais on se souvient aussi de Néron. C'était un fou, dit-on. L'explication est paresseuse et surtout injurieuse pour tous ceux qui l'ont combattu, dont la plupart n'avaient pas alors l'impression d'être en face d'un déséquilibré. Rappelons-nous que pour le vaincre, il a fallu réunir toute l'armée russe, l'armée anglaise et américaine, qu'il a fallu les combats intérieurs de la résistance en Europe et qu'il a réussi à maintenir sa domination sans contestation sur la population allemande jusqu'au moment de l'effondrement final sous les coups des armées qui envahissaient son pays, qu'il n'a lui-même disparu que le jour où tout était consommé. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans ce moment? Et l'on nous dit aujourd'hui, cet homme n'était qu'un fou. Eh bien, j'ai le sentiment qu'on déprécie l'effort des combattants de cette terrible guerre et que l'on insulte les morts qui sont tombés pour l'éliminer. Hitler fut un être surprenant, diaboliquement surprenant, dont aucun ouvrage n'a, semble-t-il, fait jusqu'ici le tour, faute sans doute de la nécessaire empathie pour pénétrer dans les secrets d'une psychologie aussi démoniaque. La plupart des récits des hommes qui l'ont rencontré avant 1940 et qui l'ont à nouveau revu après 1943 concordent cependant sur un point. Ce n'était plus le même homme. Il paraissait las, son teint était malsain, ses yeux hallucinés, ses réactions capricieuses. Ça vous rappelle toujours pas quelqu'un? À ce moment-là, on peut sans doute parler d'un comportement donnant des signes d'égarement, peut-être parce qu'il était devenu son propre prisonnier, à force de vivre au milieu de son groupe retiré dans la solitude du quartier général. Jusque-là, il avait été un être déroutant, sachant parfaitement calculer ses coups, surprenant et déconcertant
chaque fois ses adversaires. Il fut certainement un des génies du mal de tous les temps, mais on peut porter le satanisme à l'extrême sans être un fou. Si je me fie à mes nombreuses lectures, j'arrive à une première conclusion, que je donne encore pour provisoire. Il avait besoin d'une euphorie pour réussir, et il perdait ses moyens face aux revers répétés, comme ce fut le cas à partir de 1943. Cette euphorie lui permettait de deviner intuitivement la faille chez l'adversaire, de l'exploiter sur le champ, en préparant en même temps un nouveau coup, sans jamais lésiner sur les moyens. Il savait admirablement prendre la mesure de choc pour jeter la panique dans le camp opposé. Cette euphorie était liée à un certain spectacle qu'il provoquait par ses déplacements rapides, au point qu'on pouvait le croire douter d'ubiquité. À la différence de ses adversaires, il était toujours sur place pour profiter d'un incident ou pour le susciter. Cette méthode qu'il a pratiquée avec habileté durant les premières années de la guerre, il l'abandonna avec les premiers revers. L'euphorie ne jouant plus, il tomba dans l'état inverse, celui de l'asthénie du claustré. Curieusement, il s'est cantonné dès lors dans son quartier général, en proie à ses propres incertitudes, qui le poussaient à prendre des décisions hasardeuses et irréfléchies, souvent inadaptées parce qu'il n'allait plus sur le terrain d'opération. On parle souvent de fascination sur Hitler. Soit. Mais encore, quel était le ressort qui lui permettait d'annihiler les réactions de ses interlocuteurs? On insiste sur ses yeux, ceux de l'aveugle qu'il fut à la fin de la Première Guerre mondiale, mais on oublie trop souvent de mentionner qu'il avait une manière très personnelle de mener une discussion. Comme le notent divers auteurs, il savait poser des questions inattendues et tellement perspicaces qu'il surprenait l'autre, qui ne savait plus comment répondre. L'homme avait des dons, qui furent autant d'atouts qu'il sut jouer à bon escient. S'il n'avait été qu'un fou, comment expliquer qu'il impressionnait ceux qui n'étaient pas des fous, y compris les étrangers? Il est quand même étrange que ceux qui, vers la fin de la guerre, essayèrent de comploter contre lui, étaient presque tous entrés avant la guerre au parti ou dans l'une de ses organisations. J'évoquerai cependant encore un dernier aspect, qui montre bien comment il a influencé des agissements qui sont devenus communs de nos jours. Il a montré la voie à tous ceux qui se livrent à des actes de violence sous le couvert d'une protection juridique. Autrement dit, il savait faire jouer le droit pour innocenter ces audaces terroristes. C'est grâce à cette adresse qu'il a réussi à parvenir légalement au pouvoir, qu'il a pu occuper l'Autriche et démanteler la Tchécoslovaquie. Il savait plaider, trouver l'argument pour mettre le droit en contradiction avec lui-même et se présenter finalement comme le défenseur du droit, comme le montre son discours de témoin au procès des 3 officiers nazis devant la Cour suprême de Leipzig en 1930. Une fois chef d'État, il n'a cessé de faire des lois générales pour résoudre un cas particulier, à la manière où de nos jours on invente dans certains milieux dits progressistes des règles générales lors d'une assemblée générale qui ne valent plus lors de l'assemblée suivante, qui sera soumise à d'autres règles. Grâce à cette tactique, il pouvait passer pour un révolutionnaire
aux yeux de ses troupes, tout en passant en même temps pour le mainteneur de l'ordre aux yeux des puissances établies. La pire des choses, c'est que Hitler risque de passer dans l'histoire pour un personnage énigmatique. Dans ce cas, il fera encore d'autres ravages. Lettre de la vallée, méditation philosophique et politique de Julien Freud. En conclusion, notre dernier espoir, que cette guerre ne prenne pas d'ampleur et qu'elle n'embrase pas la planète au complet, avec pour finalité l'usage des armes nucléaires, c'est que survienne un putsch ou encore une révolution de palais, que des gens assez puissants et assez influents auprès de Poutine réussissent à le convaincre de se retirer avec ses milliards avant qu'il ne soit trop tard. Car nous sommes entrés dans un combat à mort. Il a désigné les Ukrainiens. Et maintenant, nous sommes désignés, nous sommes ses ennemis maintenant. Et nous avons décidé aussi qu'il était le nôtre. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et j'ai peine à imaginer que cet homme-là va reculer, que ce dictateur va reculer, à moins que des gens qui ont peut-être encore un peu d'influence autour de lui fassent comprendre, dans son intérêt propre, et dans le leur et dans l'intérêt du peuple russe, qu'il doit mettre un terme à cette chevauchée insensée. Tout le monde est réveillé maintenant. Et on a beau évoquer les annexions passées. J'imagine très, 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 très mal le bloc occidental maintenant dire le bloc occidental va exiger que Poutine se retire d'Ukraine. Et lui ne reculera pas. Et l'Ukraine, même s'il réussit à mater les actuels résistants, va devenir pour les prochaines années un foyer d'infection qui va contaminer l'Europe et par le fait même le monde entier. Je vous le dis, on va regretter le confinement. On va finir par penser que même le confinement, c'était le bon vieux temps. Je vous remercie d'être avec moi. Je suis désolé d'être aussi pessimiste. Mais pour ceux qui s'intéressent aux livres, j'ai reçu 2000 livres hier. Et donc, c'est une acquisition globale. Et il y a certains cartons que j'ai même pas explorés. Et je sais qu'il y a des trouvailles. C'est une partie de cette bibliothèque-là, c'est une partie, en fait, la partie que cet écrivain de très très haut niveau, très important, c'est une partie qu'il a consenti à rendre à l'air libre. Et c'était sous mon conseil, de toute façon, je l'ai invité, avant de m'inviter, à procéder à ce qu'on appelle au Québec l'élagage des arbres, ce qu'on appelle en France le désherbage de sa bibliothèque, de faire le tri des ouvrages qui avaient beaucoup compté pour lui dans sa vie intellectuelle, dans sa vie de l'esprit. Pour un intellectuel, la bibliothèque, c'est la matrice. J'ai vu pas mal d'intellectuels, de penseurs, d'écrivains dans ma pratique de libraire, et la bibliothèque occupe c'est la place centrale d'une maison ou d'un appartement. Alors j'ai pu humer l'atmosphère de son bureau, les menus objets sur les tablettes,
J'ai en quelque sorte aussi participé au démantèlement de cette bibliothèque. Et là où ça a été intelligent aussi de sa part, c'est qu'il l'a fait pendant que toutes ses facultés étaient là. C'est très important aussi. Je dis toujours à mes amis intellectuels, écrivains qui ont d'importantes bibliothèques, désherbez pendant que vous êtes là. Faites-le vous-même. Ne laissez pas ça derrière vous. Faites-le vous-même et gardez ce qui est et ce qui a été le plus précieux dans votre parcours. Non pas juste le truc de parce que ça, je lirai pas ça plus tard. La lecture, c'est toujours une utopie. C'est toujours un bonheur plus tard. C'est pas c'est pas qu'un truc en fait, c'est toujours demain une bibliothèque. Ça appartient toujours au monde du futur, même si ce sont des objets appartenant au passé. On se projette toujours en avant avec sa bibliothèque. En fait, notre bibliothèque, c'est elle qui nous ouvre le chemin. Je vous ai raconté, puis je conclus là-dessus, j'ai raconté que Jean Leduc, l'éditeur de Culcu, Culture québécoise, eh bien, sur son lit de mort, il s'est entouré de ses livres préférés. Et comme il était vraiment extrêmement fragile, et il avait enrubanné autour de son doigt un crayon pour pouvoir continuer à prendre des notes sur son lit de mort. Il y a des photos aussi du frère de mon collègue François Côté, Philippe Côté. Les dernières photos où on le voit sur son lit de mort, là aussi. Il y a des livres couchés sur son... Il y a des livres qui sont couchés sur son lit. Je vous ai raconté sans doute, je finis vraiment là-dessus. Il y a quelques années, une dame qui fréquentait ma librairie, que je n'ai pas vue, je n'ai pas revue depuis que je suis déménagé dans Villeray, eh bien, qui me mandate de toute urgence de lui trouver, je pense que c'était René Depestre, de trouver le livre préféré de son frère, qui se mourait à San Francisco. Et in extremis, j'ai réussi à trouver ce livre sur un site quelconque. Livre qu'elle a fait parvenir à son frère, qui l'a reçu dans les derniers moments de sa vie. Et livre, il s'est fait incinérer, tel était son souhait, avec ce qui avait été le livre le plus important de sa vie. Alors, il était parti dans un feu incandescent avec ce livre. On imagine le corps s'embrasant et les feuilles du livre s'envolant aussi avec la fumée. Ça, c'est poussé loin l'amour des livres. Hein? J'ai dû vous raconter ça parce que ça fait partie des histoires de libraires qu'on y repense. Mais voilà, c'est tout pour ce soir. Je m'excuse encore, je vous offre encore mes excuses pour être aussi... Mon seul espoir, c'est un putsch ou une révolution de palais. Qu'on lui fasse un deal ou qu'on le tue. Je ne vois pas comment les choses... on ne peut plus retourner en arrière. Là. Et malheureusement, nos démocraties molles, confortables, qui ne veulent pas être dérangées, ne pourront pas, n'accepteront pas très longtemps de faire des quelconques efforts pour ne serait-ce que voir leur qualité de vie amoindrir un peu afin de rester digne. Malheureusement, sur ce point, je ne conserve pas non plus beaucoup d'enthousiasme. Dès qu'on va commencer à réaliser que ça nous coûte de l'argent, on va commencer à penser que, franchement, pourquoi ils ne se sont pas rendus, ces abrutis d'Ukrainiens?
Je vous remercie d'être avec moi.